Bonjour à tous, ici Ilil pour l'instant, tout seul. Voilà. Notre ami écureuil est en train de s'amuser. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit deck phare du moment. Disons que c'est un petit deck qui à première vue a tendance à beaucoup tourner. On va vous présenter un Lannister sans agenda. Donc voilà, allez viens mon canard. Voilà. Donc voilà. Donc là-dessus, écoutez, on va commencer par vous présenter, comme l'a l'éternelle habitude, le cost, le deck en général. Donc c'est quoi la force? Pour l'instant, c'est que la moitié coûte rien. La grosse force, oui, c'est ça, d'une part, que ça coûte rien, que ça pioche salement. Monstrueusement. Ça peut être recap pour très facilement. Régulièrement quand même, faut le dire. Très facilement. Ça a des armées qui ont un coût dérisoire par rapport à leur effet. À une force, c'est vrai. Et il y en a quand même 7, donc... Ouais. Bon, on en revient après, mais ouais, effectivement, c'est quand même... Globalement, la grosse force du paquet, ça tâche clairement. Ouais. Donc voilà. Donc, l'intérêt majeur aussi, c'est que tous les gros tournois que j'ai fait ces derniers temps, si on regarde statistiquement le nombre de joueurs Lannister pour le nombre de participants, on est proche d'un quart. Donc c'est très joué. Donc c'est globalement joué. On est d'accord. Faut quand même vraiment connaître la liste de base. Alors même si Manoir Pentoshi a été dérestreint et que ça va ouvrir de nouvelles possibilités, je pense. C'est ça. Donc là c'est un jeu Lanny aggro sans agenda qu'on présente, qui est pour moi un archétype classique à connaître. Il est ultra classique. Là à mon avis si quelqu'un a une surprise c'est que il commence à jouer donc. Ouais voilà je pense tout simplement. Ouais, là il n'y a vraiment aucune surprise. C'est moche à dire. C'est toutes les cartes les plus fortes Lannister ensemble. On va revenir après je pense. Voilà. Donc du coup, on va passer à la Gold Curve. Voilà, ouais. Donc voilà. Effectivement, sur ce deck-là, on arrive à 30 cartes qui coûteront 0 ou 1. Donc ça veut dire... Sans compter les événements. Sans compter les événements, oui, bien sûr. Donc cette phase-là est assez intéressante parce qu'on sera d'accord, pour les setups, c'est monstrueux. Sur cette carte de début, faire un setup en dessous de 4, j'ai jamais vu, honnêtement. C'est vraiment pas de chance. Ouais, là c'est vraiment qu'on n'a pas de chance. Surtout qu'un mulligan gratuit, on prend pas de risque si on a 4 cartes. Et non, voilà, non c'est ça. Globalement, le paquet est stable. Disons qu'on creuse rapidement d'entrée, et par la suite, avec le module de pioche qu'on va voir, voilà. Juste après. Ouais. C'est ça. Donc la grosse force du paquet, c'est d'une part que ça pioche, mais aussi que ça fait de la thune d'une manière monstrueuse, tout simplement parce que on joue un nombre de lieux qui est classique, autour de 13, au merdo. Sauf qu'en plus de ça, il y a 6 pimpins à thune. Donc ça fait pas moins de 19 cartes. 19 cartes qui font un plus 1. Donc grosso merdo, il y a de fortes chances d'en avoir 2 dès la main de départ. C'est ça. Donc 2 au setup. Donc commencer avec à minima plus de d'or par rapport à l'adversaire. Et puis ce qui est très fort aussi, c'est que effectivement, il y a la phase de recrutement. Ça compte, malheureusement. Et puis juste derrière, on va se prendre éventuellement souvent d'un claim militaire. Bon un papin crève, c'est pas la fin du monde quoi. Ça absorbe, ça compense. C'est un plus 1 moins 1 quoi, donc en termes de gold, donc c'est très très fort. Donc ça évite le sans op, ça évite pour un prix dérisoire, c'est assez confortable. Pour 1, on est d'accord. Donc après c'est vrai qu'on va passer malheureusement très rapidement sur le module pioche. Alors là rien d'extraordinaire, c'est classiquement 8 cartes de pioche, je pense. En dessous je pense pas que ça se fasse. 7, d'autres 9, en moyenne on va dire c'est 8, je pense. On est à peu près d'accord. Les 3 caches c'est ultra classique, 2 tomens c'est ultra classique. C'est ça. Après il y en a qui préfèrent jouer 3000 de la d'Andorre ou 2000 de la d'Andorre, 2 pleurs de veuve, etc. Ça va dépendre du méta. Pleurs de veuve pour moi c'est essentiellement fort en ce moment tout simplement à cause du Targaryen. Sinon autant pour la dégager, plus de force et puis pleurs de veuve. Puis se prendre un petit point d'infâme pour piocher. Autant jouer mine de la d'Andorre sinon. C'est pas mal Non, c'est pas déconnant. Puis bon, voilà, après, effectivement, donc sur le module de pioche, on va arriver sur un autre problème. C'est que ce deck-là est très très fort, puisque on possède pas mal de rois et reines. On en possède 3, c'est pas compliqué. Les meilleurs rois et reines du jeu, quasiment. Pourquoi quasiment Mais pourquoi quasiment c'est qui les papas C'est qui les vrais rois, d'accord. Donc du coup, voilà, donc effectivement, avec les caches du pyromancien, oui, ça pioche 2, quoi, donc c'est pour ça. Donc un tomen, drocap, il suffit de tomber sur un tomen et une cache du pyroman, on est drocap, tour 1, quoi. Ou une mine et une cache derrière aussi. Là c'est grave. Dans tous les cas, ça fonctionne. Dans de c'est pareil, ça fait vite. C'est ça. Puis c'est vrai qu'en plus, il y a un avantage sur les rois RN, hormis tomen, c'est vrai que les deux autres, le fait qu'il y ait d'autres rois RN, ça les paralyse, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que eux, leur pouvoir... ça fonctionne toujours. C'est ça. Contrairement à une Gêne ou une Alanis. Par exemple, on en parlait avec Vince il y a quelques jours de ça, c'est ça. Donc c'est quand même un gros plus aussi. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Donc 8 cartes de pioche, forcément ça rend le paquet très stable. C'est ça. Donc là effectivement, voilà. On voit les rois et reines. Les rois et reines, oui, donc 3 en fait, mais après il y en a 2 doublonnés.
Marjorie Tyrell, parce que les fins, moi à ce niveau-là, j'appelle pas ça fort, moi j'appelle ça débile. Il n'y a aucun mauvais match-up où elle est mauvaise, hein, tout simplement. Elle fonctionne s'il y a une reine en face. Ouais, et puis une grosse armée, une grosse armée, intrigue, tu viens. Ah merde, j'ai incliné quelqu'un. C'est du contrôle, hein, c'est bête, mais c'est du pur contrôle. Hein. Du contrôle dans de l'aggro, parce que finalement tu passes derrière plus facilement, même si tu as ton pouvoir, tu peux passer l'intrigue et le militaire plus facilement. Bon, Cersei qui est quand même assez sympa aussi dans le genre, Tommen qui est débile. Donc ça rend les caches ultra pertinentes. C'est ça. C'est un aggro qui cache quoi. Après, le seul défaut, on va dire effectivement, c'est qu'il y a pas mal de cartes qui font de la gestion de lieu. Si on prend le Targ, l'éternel, celui que j'aime pas. Hein voilà, effectivement, c'est Dragon Thief. Voilà, c'est vrai que ça sort, ça saute. En même temps, heureusement qu'il y a des solutions pour la gérer. Hein, oui, non, mais après, heureusement. Après, de toute façon, le mec, même s'il fait Dragon Thief, ça reste du 1 pour 1 en termes de carte d'advantage. C'est ça. Donc, Puis il suffit d'avoir un roi, on a déjà pioché 2, il la remonte. Bon, c'est pas grave, il m'en reste 2 autres. Après. Dans tous les cas, oui, voilà, c'est ça. Non, c'est au moins du 1 pour 1 dans le pire des cas. Donc, on sera à peu près d'accord là-dessus. Bon, après, effectivement, la force du paquet, on va parler d'abord des cartes clés, peut-être, pour continuer. Des cartes clés, c'est bête à dire, mais finalement, la force du paquet, c'est qu'il n'y a aucune carte. Aucune carte clé. C'est pas parce qu'on tombe pas sur cette carte-là ou pas sur cette carte-là qu'on est dans la mouise. La carte clé, au pire, ça va être quoi? Ça va être vraiment en début de partie Tommen. Au pire. Et encore, il suffit de tomber sur un sur une carte de pioche, finalement. Si t'as pas de droit de graine, cache, ça fait quand même piocher. Ça fait piocher 1, donc c'est un vite 1 avec en piochant, de toute façon. Ah si, on a oublié quand même, accessoirement, le trône de fer en carte clé. Oui, c'est pas vraiment une carte clé non plus, c'est pareil, c'est du gros bonus si on l'a. Ah oui, mais c'est un si on l'a pas, là c'est vraiment violent. C'est ça le problème en fait. Effectivement, le défaut, et c'est un peu ce qu'on nous a reproché sur, soyons honnêtes, sur internet quand on nous dit que c'est brainless, malheureusement c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros les cartes sont toutes fortes indépendamment. C'est comme un star qui a 2 ans finalement, c'est que les cartes se suffisent elles-mêmes pour être fortes. C'est ça. Pas besoin de combo de tricks, c'est fort de base. Voilà, en combo tricks il y a quoi? Effectivement, il y a Marjorie Tyrell avec Je suis votre réplique père. Ouais, tu viens, tu peux. Oui, si tant pis, t'es dans le défi, même si t'es pas. Ouais, voilà, c'est ça. Puis avec le petit oiseau, on peut lui donner fufu pour empêcher. Puis tueur, et puis je te tue, mais tu peux rien faire, c'est moche. Hein. Puis le petit oiseau, sur toutes les armées ou toutes les cartes fortes. Cersei, elle peut devenir furtive, les brigands aussi. Sargent qui devient très fort aussi, qui bloque du coup le militaire sans conséquence puisqu'il est tueur et furtif. C'est ça. Il fait 3 défis dans le tour concrètement. Hein. Grosso merdo, on arrive à peu près à ça. Brigand, a priori furtif dans 2 défis, ça a l'air fort. Les appels au meurtre passent facilement. Mais c'est vrai que non, plus, après en termes de qualité. On va peut-être préciser quand même, quand on dit brainless, c'est pas méchant ou quoi que ce soit. Non, c'est même plutôt un compliment. C'est une force, tout simplement. Compliment. C'est une vraie force. Parce que... Quand on fait un tournoi sur 5 ou 6 rondes, au bout d'un moment, c'est pareil, les erreurs de jeu, plus on avance, plus on est fatigué, on est humain. Et du coup, c'est une faiblesse. Hein. Je sais qu'honnêtement, jouer 6 fois ce paquet-là, j'ai pas de problème. Un Tark Burn, je suis désolé, moi j'ai beaucoup plus de difficultés. Si on maîtrise pas le paquet par cœur, je pense que c'est puis le méta, et puis voilà, qu'est-ce que l'autre peut jouer, enfin voilà. Parce que je cache pas que moi, quand je jouais à Bordeaux, je jouais Tark de 2-2 toute la journée, de 9h le matin jusqu'à 2h du matin. C'est long. À la fin, c'est commencé à être très difficile. Bon, après, je dis pas que c'est le seul paquet qui est difficile à jouer ou quoi que ce soit. Hein. Non. Mais disons que d'un point de vue purement tricks, il y a moins de calculs à faire. On va dire que dans le micro-méta dans lequel on évolue, c'est comme celui qu'on joue le plus. Le Tark Burn. Assez régulièrement. Enfin, ça c'était juste à titre de comparaison. C'est ça. Donc pour moi, c'est une force, c'est pas une critique. Non. Contrairement à ce que ça peut laisser supposer. Puis ce qui est fort aussi, c'est quand on voit qu'on a la moitié du paquet qui sort pour 0 ou 1. Mais mince, tout simplement, on sort, on met ses balls sur la table et puis c'est bon, quoi, on est parti. Après, généralement, on génère suffisamment de gold pour que le reste découle. Et voilà, moi je sais qu'honnêtement, tour 2-3, être à 8 ou 9 de gold, c'est vraiment pas... C'est pas rare. Ça, Et puis voilà, c'est reposant à jouer, c'est moche à dire, mais... Bon, moi je sais que j'aime bien, hein, c'est sympa aussi. Et ça... Alors après c'est une question de goût, moi je sais que je suis incapable de jouer ça plus d'une partie parce que je ferais des conneries justement parce qu'il n'y a rien à faire et que ça va me perturber. Après je dis pas qu'il n'y a rien à faire, mais après voilà, c'est pas... Moi je joue que des paquets contrôle lourd, donc forcément j'ai l'impression qu'il se passe rien. C'est ça. Ça c'est juste mon point de vue parce que je vais pas l'étudier. Non mais moi je suis d'accord, toi je le joue et enfin voilà, ce paquet là c'est le mien donc... Après, moi j'ai 2-3 petites différences que je joue. Je pense qu'on refera un saut dessus derrière. Ouais, on pourra refaire un petit saut. Ouais, on fera un petit saut en conclusion, je pense, moi ce que je joue et on expliquera pourquoi.
Par contre, quand même, on peut aussi dire que pour débuter, contrairement au Greyjoy Mestre ou au Greyjoy Stark, etc., et ben, on peut dire ce qu'on veut, mais pour commencer à jouer, c'est ultra bien. Tout simplement parce que ça permet de piocher beaucoup, de poser plein de cartes, et on a des solutions contre tout. C'est ça. Que ce soit des lieux, des personnages, on a des personnages qui sont forts. Indépendamment les uns dans tous les sens. Et si on les perd, alors notamment par exemple justement dans le méta actuel, moi j'en suis assez content pour une autre raison. Bah, les collines d'Aegon sont revenus, c'est con, elles ont été restreintes, mais du coup c'est fort. Et c'est vrai que regarder la main de l'adversaire, lui tuer une personnalité, quand elle est unique, merde. Tandis que là c'est aussi pour ça qu'il y a peu de personnages doublonnés, Marjorie et Tommen. Ça c'est vraiment une question de choix pour histoire de les échapper rapidement. C'est pas tellement les doublonnés, une fois qu'ils ont fait un défi, 2, c'est génial. Après, voilà. Oui, c'est pas la base, c'est juste qu'on les veut vite. C'est ça, c'est du consommable. C'est quasiment les meilleures cartes du paquet. C'est du consommable, c'est moche à dire, mais ça, pour moi, ça reste du consommable. Donc, bon après, si je me fais taper sur les doigts, c'est pas grave, j'assume. Mais voilà. Donc voilà. Non, puis c'est vrai que ça peut gagner contre tout, typiquement, parce que tu vas attaquer très tôt la main, tu peux vite, tu peux casser des lieux, tu peux casser du personnage. La nouvelle armée, justement, de Fire and Ice, tout simplement, les gardes de King's Landing, je fais un défi militaire, ça te fait une prise d'intrigue. Disons que maintenant le TARG ou le tout jeu contrôle va également devoir se défausser en militaire si ça aussi fait rien. Ça fait qu'on est menacé dans 2 défis. C'est ça. Ça peut être. Après effectivement, on peut en revenir très rapidement, mais Fantôme de Noble Cœur, les King's Landing Guard, un défi d'intrigue, mais ça fait 3 cartes d'enlever de la main quoi. Ce qui est fort. Sans compter un claim de 2. Sans compter un claim de 2, mais je veux dire 3 sur un claim de 1, donc c'est 4 sur un claim de 2, c'est monstrueux. Et voilà, je parle juste de l'intrigue quoi. Donc sur un claim de 2, avec les King's Landing Guard, je te tue 2 personnes et je te tire une carte. Donc en gros, 2 morts et 3 cartes de moins. C'est un peu l'intérêt. Je sais que moi, c'est à peu près le seul truc qui est à peu près compliqué à faire, c'est de les garder en main jusqu'à un claim de 2. On va dire que ça va pas être trop compliqué. Pas poser toutes ces armées des fous. Non, mais voilà, Donc voilà. On suit la ligne de plot, c'est désolé, mais je fais encore une fois. Une ligne citée, parce que c'est fort. C'est triste à dire, mais là c'est vraiment le jeu classique aggro et difficile de faire mieux parce que ça peut tout gérer tout simplement. C'est ça. Alors évidemment maintenant on joue que des temporaires et puis armer les murs des cités tout simplement parce que c'est restreint. C'est restreint et puis du coup c'est plus nécessaire. C'est ce qui fait aussi qui justifie que par exemple la garde du roi Geoffrey est rentrée en 1 et non en 2. Les flottes de la Treille ont disparu puisque pour moi pourquoi garder une armée à 7 potentiellement à 7, alors qu'on a les gardes de King's Landing qui pour moi sont bien meilleurs et de très très loin. Oui, clairement. Et puis l'avantage c'est également que c'est un 4-8-1, donc ça permet quand même des ballons de prendre la main. C'est ça. Quand on a appel au meurtre ou une Marguerite Tyrell, ça permet quand même de faire du bon contrôle de défi quand même. Ça fait un trou quoi en face, puis après faut se relever quoi. Donc c'est vrai que le plan de Cersei tout include, personne se battra. C'est vrai que j'ai... Il n'y a quand même aucune raison de ne pas le jouer, je pense. Alors c'est pareil, c'est vrai que après, moi je pense à jouer toujours un Kevan Lannister, puis il meurt, c'est pas grave, il est là pour ça. Donc. C'est moche à dire. Du sort tout simplement parce que dans un jeu aggro, quand on va jouer contre contrôle, on subira pas le malus. Et quand on jouera contre un autre jeu contrôle, à un moment donné, on va sentir le Valar ou du moins, on va dire un complot de contrôle, pas un claim de 2 donc. Ce qui fait que. C'est ce qu'on va dire, mais il n'y a pas trop de défauts dans ce paquet. Dans tous les jeux aggro, de toute façon, ironie du sort, je trouve que ça se pose là. Disons que oui, ça c'est évident, mais après, on aime ou on n'aime pas. Mais après, moi j'aime bien. C'est pas. Personne peut t'en vouloir là-dessus, je pense. Non. Donc voilà. Donc après, on a fait le tour rapidement. Donc la force, oui, effectivement, aucune carte n'est nécessaire. Autant on a vu 2 maîtres, il y a un autre maître qui va arriver, un maître Stark. Donc faut qu'on fasse la vidéo, faut qu'elle soit montée. Donc c'est de casser le coucou de biche. Donc on va faire ta vidéo, je ferai ça probablement demain ou après-demain, j'en sais rien. Quand tu auras le temps. Donc c'est ça. Donc voilà. Donc effectivement, mais il faut des maîtres, faut gérer les chaînes, faut faire ci, faut faire ça. Là, il n'y a vraiment pas grand chose à gérer. C'est un avis qui n'engage que moi. Mais voilà. Je suis d'accord, même moi quand je joue le paquet, les complots ils se décident quand même assez simplement. Il y a peu de Qu'est-ce que j'ai moyen de gérer, c'est le défaut d'ailleurs, pour moi c'est le défaut le plus... Alors c'est une défaut et une qualité en même temps, c'est assez paradoxal. Mais... disons que quand on dit une fois sur 6 ou 7 rondes, c'est facile, il n'y a pas...
Encore une fois, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est une qualité finalement, parce que là, n'importe qui peut arriver à faire un résultat avec ça, sans méchanceté aucune, hein, c'est vrai. Puis pour les nouveaux joueurs, je suis désolé, mais c'est quand même super stimulant de dire, bah ouais, je peux tenir le pavé, et voilà, je peux tenir le pavé, et c'est cool, quoi. Ah oui, ça peut battre n'importe qui, hein. Même le meilleur joueur Targaryen du monde, quand le mec, on va lui défausser 2 cartes en intrigue parce qu'on a des grosses armées, plus le militaire. S'il fait qu'on a un fantôme de noble cœur derrière, c'est tu joues quoi? Bah oui, c'est moche. Donc, il y a des solutions contre tout, hein, du casse-lui avec les cités, même on peut tuer des personnages avec Apple Homer, si c'est des soldats, on peut le refaire derrière. Bah oui. C'est fait tout gérer. C'est ultra polyvalent. C'est un deck ultra polyvalent qui est pas trop difficile à jouer. Pour un gros tournoi, c'est une très bonne idée de le sortir. Oui, parce que, enfin maintenant si c'est surprésenté, il y a peut-être une raison. Voilà, c'est ça. Mais après, puis c'est vrai que c'est quand même assez marrant. Moi je sais que je m'amuse à le jouer parce que ça fait du bien de faire une partie entre potes et de marrer et sans non plus prendre la tête. Mais bon après ça c'est une question de point de vue. Mais c'est ça. Donc voilà. Donc après effectivement moi je joue un deck un tout petit peu différent. Il y a 2-3 petites options que j'ai mises différemment. Déjà je joue. Pour moi les King's Road déjà hiver sont dégueulasses. Point. Enfin voilà. Donc je rentre du Samuel. J'en rentre souvent 2 voire 3. Voilà, et avec les corbeaux, et je rentre souvent à la place des mines. Des mines, moi souvent je rentre les corbeaux pour justement arriver en hiver. Fleur de bœuf, tout ça. C'est ça. Voilà. Parce qu'effectivement, on le joue en hiver, nous on craint rien, on a suffisamment de thunes pour que ce soit pas handicapant. Sans nul adversaire. Sans nul adversaire, si lui le joue, c'est dégueulasse. Je fixette dessus, mais quand même, quand on voit que c'est ce qui gagne tous les tournois dernièrement, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on est menaçable dans les 3 défis, militaire avec la nouvelle armée, pouvoir ou n'importe quel autre défi finalement avec les King's Road, plus l'intrigue de base. Au bout d'un moment, un jeu contrôle, il peut pas tout faire, hein. Que ce soit un martel de 2-2, puis il y a trop à gérer, c'est pas possible. Mais ça que non, moi ce que j'aime bien c'est Samuel, au pire on tombe sur quoi? Sur un Greyjoy de choc, c'est cool, j'ai posé Samuel au setup avec un peu de chance, hein. Sur 2 c'est pas une fin, 2 ou 3 c'est pas déconnant. Et derrière vas-y pose-la tes saisons, hein, je vais piocher. Donc et puis s'activer les King's Road. Et si le mec joue l'été, nous on peut l'handicaper, et nous s'il joue l'été, si toi tu joues l'été, ton draw cap est augmenté de 1, a priori ça se fait, hein. C'est nul, hein, mais et t'as plus un d'or, donc tu poseras encore plus facilement tes cartes. T'as aucun malus à jouer l'hiver, et si c'est l'été, tant mieux. C'est ça qui est assez fort. Et du coup, là, ça devient ultra débile, parce qu'avec le nouveau King's Road, du coup, tu défausses des cartes supplémentaires. Donc là, elles sont restées là, pourquoi? Parce que c'est un lieu qui est pas limité, qui coûte 1, qui est plus 1, plus 1. Donc l'init, c'est pas mauvais. Puis accessoirement, c'est bête à dire, mais si le mec joue hiver, ça lui fait les fesses, Et puis tout simplement, si le mec joue été, on a King's Road pour incliner, c'est King's Road. Donc après, c'est pareil. Moi, j'ai aussi une toute petite variante. Alors, très sincèrement, moi, j'enlève souvent maison divisée. Voilà. Et je rajoute les Much and More. On vous demande pourquoi? Parce que souvent, il y a Rule by Decree, et c'est vrai qu'en entrée de jeu, merde, je passe de 8 à 4, je passe de 7 à... de 8, non, c'est ça. De 8 à 4, et puis derrière, avec un fantôme de noble cœur, les King's Road, l'hiver, honnêtement, ça arrivait sur une partie, je crois qu'à un moment, je sais plus contre qui jouait, il s'est retrouvé avec une carte en main, vas-y, joue, moi j'ai rempli la table. Bon, voilà. Pour peu que t'aies un peu de pioche derrière. C'est pas trop compliqué, hein. J'ai envie de dire, c'est la force du jeu, hein. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Je pense. Alors, je pense qu'il y a une autre petite variante qu'on peut expliquer rapidement. Quand tu as un jeu aggro comme ça, tu as une possibilité pour contrer le Targaryen si tu veux être dans les tops. Qui tout simplement de gérer des complots différents de cités. Oui. Donc, d'accord. Pont en feu, attaque venant de la mer, des choses comme ça. Tout ce qui va embêter le Targaryen. C'est ça. C'est une option de jeu, moi je trouve. Saison sèche. Saison sèche est une possibilité, ça reste un claim de 2. Le défaut majeur c'est que très fort. Le problème c'est que c'est fort aussi. Mais c'est le problème c'est que je trouve ça très sélectif. Donc moi j'ai tendance à ne pas le jouer. C'est des complots de méta. Alors que là c'est bête à dire, mais les complots cités, c'est polyvalence, c'est fort. C'est nul contre rien, on va dire, globalement. Non. Même un jeu contrôle, on lui casse 2 lieux, c'est toujours chiant. Hein, ça pique a priori. On peut lui tuer à une petite pioche. Donc voilà. Mais voilà, donc après effectivement il y a cette option là, moi je sais que je la joue pas, alors vraiment, mais typiquement parce que des decks centrés contre des decks forts du moment, moi je trouve ça pas pertinent. Après ça dépend, si t'es sûr d'arriver dans les tops, c'est pas déconnant. Hein. Mais après, si tu bon après voilà, bref. Tu es une mauvaise personne. Je sais. Donc voilà.
Donc moi, cette fois, cette vidéo-là, malheureusement, va être plus courte que les autres. Parce que on a juste présenté un deck qui ne présente, comme on disait, peu de tricks, peu de particularités. Non, c'est ultra classique, c'est très fort. Donc pourquoi faire autre chose quoi, quand c'est quand voilà. Donc voilà. Donc je pense que par contre la prochaine vidéo sera aussi probablement une Lannister. On va certainement se pencher sur un nouveau pack. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un tunnel du donjon rouge ou pas? Encore plus fort. Donc voilà. Mocadélique. Non, c'est énorme. Comme ton ex. Mais j'ai pas d'ex. Moi je les mange. Donc voilà. Bon voilà, donc cette vidéo était ultra courte. Donc certains ne vont pas s'endormir parce qu'on nous a reproché. Oh, c'est trop long. Bah oui, mais expliquer un jeu. Ouais. On a du mal à faire. Enfin, on a du mal à faire court. Donc après. Il faut présenter des jeux comme ceux-là qui ont moins de synergie entre guillemets. C'est ça. Parce que là, globalement, il n'y a pas vraiment de synergie. C'est juste des cartes fortes ensemble. Ce qui n'est pas un reproche encore une fois. Non. Non, moi je joue, donc après ça me fait rire, moi, après. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est brainless, et c'est comme ce qu'on disait, l'Dothraki, c'est brainless, c'est cool. C'est pareil, ça fait du bien. Ouais. Ça détend une partie quand t'es un peu... C'est ça. Et avec 3-4 bières dans le... Enfin bref, bref, oui. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine. Ouais, c'est ça. À très bientôt. Le Stark Mestre qui sera publié certainement... Certainement la semaine prochaine. La semaine prochaine, et du coup, ce sera probablement, Voilà, on attend le pack, voilà, comme tout le monde. Voilà, non, pas du tout, mais c'est déjà prévu. Ok, merci à ceux qui ont été jusqu'à la fin. Cette fois-là, on n'a pas trop traîné en longueur. Donc voilà, à plus. Soyez forts. Ciao.